L'humiliation était délibérée et calculée. Elia Walker, vétéran décoré des forces spéciales, restait immobile tandis que Claire, l'hôtesse de l'air en chef, lui refusait son siège payé en première classe avec un dédain assumé. Vous seriez peut-être plus à l'aise ailleurs, suggéra-t-elle, ses mots fendant l'air recyclé de la cabine. Les passagers le fixaient, certains esquissaient un sourire narquois, d'autres détournaient le regard. Aucun ne remarqua l'homme aux cheveux argentés en première classe, le général William Braxley, qui observait avec une satisfaction froide son ancien subordonné se replier en classe économique sans protester. Il ne pouvait pas savoir que cet affront racial n'était que le début du complot élaboré par Braxley pour éliminer le seul homme qui connaissait son plus sombre secret. Elia consulta sa montre en s'installant dans son siège exigu. 45 minutes, c'était le temps dont il disposait pour découvrir la vérité avant que tous les passagers du vol 303 ne deviennent sacrifiables dans une conspiration mortelle qui se tramait depuis des années. Dans le terminal animé, Elia se frayait un chemin à travers la foule avec un calme déterminé. Sa veste militaire vert olive patinée par les intempéries pendait amplement sur sa large silhouette, l'écusson du drapeau américain délavé sur sa manche aussi usé que celui qui le portait. Il ne portait rien d'autre qu'un sac marin en bandoulière, chaque foulée mesurée conservant son énergie pour les moments vraiment importants. À l'appel de la première classe, Elia présenta son billet et monta à bord sans protester, jusqu'à ce que le sourire forcé de Claire s'estompe. Ses yeux bleus passèrent de son visage à sa veste, puis au laissez-passer qu'il tenait à la main. « C'est impossible », murmura-t-elle assez fort pour que les voyageurs à proximité l'entendent. « Il y a un problème », demanda Elia d'une voix grave, calme mais ferme. Les doigts impeccablement manucurés de Claire examinèrent le laissez-passer comme s'il s'agissait d'un faux. Une autre employée, Mélissa, confirma ses dires, mais Claire secoua la tête. « Il doit y avoir une erreur. Nous avons des protocoles. » Avant qu'Elia puisse répondre, un homme d'âge moyen en première classe se pencha dans l'allée, sa montre de luxe étincelant. Il a probablement acheté ce billet sur Craigslist, ricana-t-il. Quelques passagers rirent. L'expression d'Elia resta neutre, il avait déjà affronté des situations bien plus dangereuses que le racisme ordinaire à 10 000 mètres d'altitude. « Tu serais peut-être plus à l'aise dans une autre section, » dit Claire en lui rendant sa carte d'embarquement. L'espace d'un instant, Elia repensa à la chaleur du désert soudanais et au lieutenant qu'il avait refusé d'abandonner. Il cligna des yeux, la cabine lui revenant à l'esprit. « Pas aujourd'hui, » dit-il doucement. « Je serai en classe économique. » En descendant l'allée, Elia aperçut 3 hommes dont la posture et les cheveux coupés trahissaient une formation militaire. L'un d'eux, le commandant Luke Anders, un Navy SEAL, lui adressa un léger signe de tête. En classe économique, Elia s'installa en 22C aux côtés de Harper Bennett, un étudiant en droit dont l'indignation face à son traitement se transforma rapidement en inquiétude. En première classe, le général William Braxley, voyageant sous le pseudonyme de M. Turner, accepta un verre de Claire avant le décollage avec un sourire charmeur qui ne lui parvint jamais aux yeux. Leur regard réciproque exprimait des accusations tacites et de vieille dette. Tandis que la voix du commandant grésillait dans l'interphone, Elia se renversa en arrière, l'esprit en ébullition. Il savait qu'il n'était qu'un pion dans le jeu de Braxley et les pions sont faits pour être sacrifiés. À l'altitude de croisière, Braxley sortit son téléphone de sa veste, le mit en mode avion et confirma un mot, confirmé. Puis il supprima les messages et accepta son bourbon, les yeux rivés sur la cuisine entre la première classe et la classe économique. La conspiration mortelle était désormais en marche. Claire jeta un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer qu'il n'y avait aucun passager à proximité, puis sortit un téléphone jetable de la poche de son uniforme. Il vibra une fois, et elle le colla à son oreille. « Oui » murmura-t-elle dans l'écouteur. Une voix déformée répondit, le vétéran noir en veste olive, faites-le craquer. Rendez-le public. On s'occupe du reste. La gorge de Claire se serra. Je l'ai déjà transféré en classe économique, murmura-t-elle. Pas assez, insista la voix. Il faut qu'il soit agité, visible. Utilisez tous les moyens nécessaires. La ligne fut coupée. Claire ferma les yeux un instant, prit une profonde inspiration et retrouva son sourire professionnel. Puis elle retourna à ses occupations. De retour dans le car, Harper examina la veste d'Elia avec une curiosité évidente. Ce drapeau, dit-elle en désignant d'un signe de tête les étoiles et les rayures délavées. On dirait qu'il a beaucoup souffert. Ellie baissa les yeux. C'est vrai. Militaire, demanda Harper, même si cela ressemblait davantage à une affirmation. Elia hocha simplement la tête. Mon père était dans l'armée, dit-elle doucement.
Il esquissa un petit sourire triste. Il est revenu, d'accord? Le visage d'Harper s'assombrit. Non, admit-elle doucement. Elle n'expliqua pas, et Elia n'insista pas. Leur silence partagé portait le poids de la perte. Au bout d'un moment, Harper sortit son téléphone et commença à faire défiler la page. Elia la remarqua en train de taper son nom dans une barre de recherche, puis se détourna subtilement pour préserver son intimité. Harper écarquilla les yeux en lisant des rapports déclassifiés, une démobilisation déshonorante, de sombres allégations d'insubordination lors d'une opération classifiée, des audiences à huis clos au Congrès. La carrière d'un soldat décoré s'est terminée dans des circonstances suspectes. Elle jeta un coup d'œil à Elia, des questions se dessinant sur ses lèvres, mais quelque chose dans son expression distante la retint. Au lieu de cela, elle se plongea dans des rapports contradictoires sur l'homme à côté d'elle. 3 rangs plus loin, le commandant Luke Anders se pencha vers le cil à sa droite, parlant si bas que seule une oreille exercée pouvait le saisir. Braxley est là. Elia aussi. Quelque chose ne va pas, le plus jeune Sil, Davis, inclina la tête presque imperceptiblement. Observez pour l'instant, ordonna Anders, mais restez vigilant. Ce n'est pas une coïncidence. Il croisa brièvement le regard d'Elia, un lien tacite forgé lors de missions qui n'avaient officiellement jamais existé. Anders doutait depuis longtemps du récit officiel du renvoi d'Elia, l'homme qu'il connaissait n'abandonnerait jamais les civils. Elia ferma les yeux, mais le sommeil était bien loin de ses pensées. Derrière ses paupières, des souvenirs défilaient comme des vieux films, le Soudan, 5 ans plus tôt, une extraction clandestine qui avait mal tourné. Des rebelles avaient encerclé un village de travailleurs humanitaires américains. Son équipe fut envoyée pour évacuer uniquement les Américains. Pourtant, il y avait bien plus de civils que ce que les renseignements avaient indiqué. Braxley, alors fort de sa première grande opération, lui ordonna de laisser les habitants sur place. Récupérer seulement les colis, c'est un ordre, avait dit Braxley, la voix froide par-dessus le crépitement des coups de feu à la radio. Elia avait éteint sa radio. On ne laisse pas mourir des innocents, monsieur, avait-il répondu. Il avait ensuite évacué tous les blessés aux 37 civils, dont des enfants, et avait tiré Braxley, blessés, en lieu sûr lorsque leur poste de commandement avait brûlé. Une fois la poussière retombée, Braxley étouffa le scandale de son propre manque de leadership en rejetant la faute sur Elia, insubordination, mise en danger de la mission, et même fabrication de preuves de fuite de renseignements. Cette révocation déshonorante n'était que le début. Alors que l'avion traversait une zone de turbulence, Elia ouvrit les yeux. Le souvenir s'estompa, mais son arrière-goût amer demeura. Au fond de la cabine, le 3e Sil, Thompson, fronça les sourcils. Il sentit de subtiles vibrations à travers le plancher opaque, le ronronnement habituel des moteurs. Thompson sortit un téléphone spécialisé et scruta la signature thermique de la soute. « Monsieur », chuchota-t-il à Anders lorsque le commandant regagna son siège, « il y a quelque chose qui cloche. La signature thermique de la soute ne correspond pas au manifeste. » Anders hocha la tête. « Vérifiez les journaux internes. Voyez si quelque chose a été chargé à la dernière minute. » Thompson consulta le système de l'avion et fronça les sourcils en regardant l'écran. Fret non enregistré, chargé 20 minutes avant l'embarquement. Aucun détail. Harper, toujours en train de faire défiler les pages, se redressa brusquement. 2 rangs plus loin, un trentenaire nerveux tripotait un sac d'ordinateur portable. Prétextant avoir besoin d'aller aux toilettes, il s'arrêta près d'une femme entailleurée, aussi rapide qu'un tour de passe-passe, et changea les sacs. Elia le vit aussi. Il suivit l'homme à la trace tandis qu'il regagnait son siège, portant désormais un sac identique à celui qu'il avait emporté. C'était le genre d'échange secret qu'il avait déjà vu lors de parachutage militaire. « Tu as vu ça » murmura Harper. Il hocha légèrement la tête. « Reste ici » murmura-t-il en débouclant sa ceinture. Il se dirigea vers les toilettes au fond, d'un geste décontracté mais réfléchi. À l'intérieur, il verrouilla la porte et scruta l'espace exigu. Des années d'entraînement lui avaient appris à repérer ce que les autres ignoraient. Moins de 30 secondes plus tard, il le trouva, un petit émetteur fixé au-dessus de l'évier, dont les fils serpentaient dans la ventilation. Quelqu'un écoutait chaque conversation à bord de ce vol. Il remit soigneusement le couvercle de la ventilation sans toucher à l'appareil. L'information était un pouvoir, et Elia avait besoin de tous les avantages possibles. À l'avant, le capitaine Michael Reynolds effectuait des vérifications de routine. Son copilote, Frank Miller, fronça les sourcils en regardant l'écran de navigation.
C'est bizarre, murmura Miller en tapotant l'écran. Un signal de neutralisation clignota, puis le pilote automatique s'enclencha avec un léger bip. Essayez de vous dégager, ordonna Reynolds, la voix tendue par la panique face à la résistance des commandes. Un nouveau message apparut, maintenez votre CAP et ne déviez pas. Miller actionna des interrupteurs, l'entraînement se déclenchant, mais rien ne répondit. On nous a bloqués hors de notre propre avion, dit-il, les yeux écarquillés. Reynolds tendit la main vers la radio, mais des parasites s'élevèrent sur la ligne. On est brouillé, dit-il, pâle sous son bronzage. Ce n'est pas un dysfonctionnement. C'est délibéré. Elia retourna à sa place, l'air calme. Harper scruta son visage, mais il secoua la tête. Pas maintenant. Pas ici. L'avion poursuivait sa route, la plupart des passagers ignorant le tic-tac de l'horloge. 45 minutes suffirent à Elia pour déjouer le plan de Braxley et l'empêcher de se concrétiser. Braxley leva son verre de bourbon, le liquide ambré reflétant la lumière tandis qu'il consultait sa montre. Tout se déroulait exactement comme prévu. Bientôt, Elia Walker ne poserait plus de problème, et personne n'apprendrait jamais la vérité sur le Soudan ni sur les autres opérations secrètes que Braxley avait manipulées à son profit. Un léger sourire dessina les lèvres du général tandis qu'il contemplait l'immensité bleue. À l'atterrissage du vol 303, son héritage serait intouchable et le dernier témoin de ses crimes serait effacé au non seulement déshonoré, mais totalement anéanti. Elia sentait l'influence de Braxley s'exercer de l'autre côté de la cabine, aussi inéluctable que la gravité. Quel que soit le jeu du général, Elia était certain d'une chose, le temps lui manquait. Quelques rangées plus loin, le jeune vlogueur continuait de filmer, inconscient du danger qui se rapprochait. Son objectif capturait les regards furtifs de Claire vers Elia, les signaux silencieux des cils et le coursier nerveux qui avait échangé les sacs d'ordinateurs portables, chacun étant un fragment d'une conspiration bien plus vaste. Dehors, le ciel restait clair et sans limite. À l'intérieur, des nuages d'orage invisibles s'accumulaient. Elia jeta un nouveau coup d'œil à sa montre, il restait 40 minutes. À l'arrière de l'avion, une hôtesse de l'air ouvrit brusquement le placard de la cuisine et se figea. Un minuteur numérique, fixé à l'intérieur, décomptait silencieusement. Elle claqua la porte et se précipita, inconsciente de la découverte d'une pièce d'un puzzle mortel déjà en cours. Dans son siège, Elia sentit le léger changement de cap de l'avion, si léger que seule une personne de sa formation le remarquerait. Il regarda par le hublot de Harper et nota la position du soleil, il ne volait plus plein ouest. Le peu de temps qu'il avait eu pour se préparer venait de s'évaporer. Le commandant Anders croisa son regard et hocha la tête à peine perceptible. Ça avait commencé. Harper se pencha vers moi, la voix basse. Tout va bien? Les yeux d'Elia balayèrent la cabane à la recherche d'une menace. Pas encore, murmura-t-il. En première classe, Braxley posa son verre vide et fit un signe de tête à Claire tandis qu'elle le récupérait. Sa main tremblait, et le sourire du général devint froid. Du calme, murmura-t-il, la menace dans sa voix aussi claire qu'un coup de pistolet. Claire força un sourire fragile et s'éloigna en courant, réalisant trop tard qu'elle avait accepté bien plus que ce qu'elle avait négocié. Il restait 35 minutes avant l'activation du protocole Delta. 35 minutes pour qu'Elia découvre la vérité et arrête un homme qui avait déjà détruit sa vie. L'horloge tournait. Elia croisa le regard du commandant Anders et fit un signe de tête subtil en direction de la cuisine arrière. Anders lui rendit son geste, puis se pencha pour parler doucement à son équipe. Le message était clair, sans qu'un mot ne soit prononcé. « J'ai besoin de me dégourdir les jambes, » dit Elia à Harper en se levant de son siège. « Je reviens tout de suite. » Les yeux verts d'Harper s'écarquillèrent de suspicion. « Tout va bien ?» Il lui offrit un sourire calme qui ne trahissait rien. « D'accord. Je reviens dans une minute. » Alors qu'Elia naviguait dans l'allée étroite avec la foulée mesurée d'un opérateur entraîné, le vlogueur adolescent le suivit brièvement avant de se retourner pour filmer les autres passagers. Dans la cuisine, Anders se plaça à côté d'Elia. Leur attitude décontractée masquait la tension qui se cachait sous leur calme apparent. « Ce n'est pas une coïncidence, » murmura Elia. Le hochement de tête d'Anders était sombre. Braxley utilise le pseudonyme Turner. Mon équipe l'a repéré pendant l'embarquement. La mâchoire d'Elia se serra. Si je meurs dans cet avion, ils accuseront ça de détournement. Le visage d'Anders se durcit. Après le Soudan, je sais qu'il le ferait. Un nœud glacé se forma dans l'estomac d'Elia.
Si Anders le croyait sans hésitation, la situation était plus sombre qu'il ne le craignait. Chronologie, demanda Elia. Et dans une trentaine de minutes, répondit Anders, le regard tourné vers les hôtesses de l'air. Mon équipe est prête. Quel est le plan? Garde le secret, ordonna Elia. Il y a quelque chose dans la soute, j'ai besoin de Thompson. Je vais découvrir ce qu'il y a dans cette sacoche d'ordinateur portable. Ils se séparèrent en silence. Elia traversa la cabane, mais fut arrêté par Claire, qui se mit directement sur son chemin. Monsieur, nous avons reçu des plaintes concernant votre comportement intimidant envers d'autres passagers, a-t-elle annoncé, sa voix portant de l'autre côté de l'allée. Elia se figea. Il reconnut le décor. Je n'ai parlé à personne, sauf à mon voisin de siège. Plusieurs passagers se sont sentis menacés par votre comportement, poursuivit Claire d'un ton dur comme l'acier. Veuillez regagner votre place immédiatement. Du coin de l'œil, Elia aperçut un second maréchal de l'air se lever de son siège, la main glissée vers sa veste. Il leva une main apaisante. Je retourne à mon siège. En passant, Claire murmura, la prochaine fois, ce ne sera pas un avertissement. Le vlogueur adolescent a filmé chaque instant. C'était vraiment nul, mec. J'ai tout filmé, a-t-il marmonné. De retour à son siège, Harper attendait, les yeux écarquillés. De quoi s'agissait-il? Elia jeta un coup d'œil à son téléphone. Tu as fait des recherches sur moi. Elle hésita, puis croisa son regard. J'ai trouvé des contradictions, un vétéran décoré soudainement renvoyé sans honneur dans des circonstances secrètes. Quelque chose à propos du Soudan. Son expression devint dure. Les faits officiels ne sont pas toujours la vérité. Sa voix se réduisit à un murmure. La femme qui a récupéré l'ordinateur portable, elle l'a juste laissé sous son siège. Je peux le récupérer. Ellie étudia son visage. Pourquoi m'aiderais-tu? Parce qu'il y a un problème dans cet avion, répondit Harper d'une voix acérée, et je pense que tu essaies de le réparer. Elia pesa le pour et le contre. Impliquer un civil comportait des risques, mais le temps filait et il avait besoin de savoir ce qui se cachait dans cet ordinateur portable. Pouvez-vous y accéder sans être remarqué? Demanda-t-il doucement. Harper hocha la tête. J'aidais mon père à dépanner les ordinateurs. Je peux contourner les sécurités de base. Fais-le, dit Elia d'un ton pressant. Mais attention, ces gens ne jouent pas. Harper se glissa nonchalamment hors de son siège. Elle attrapa une bouteille d'eau qui avait roulé sous la rangée précédente. En se penchant, sa main effleura la sacoche d'ordinateur portable cachée sous le siège vide. D'un mouvement fluide, elle la souleva et revint, la pressant contre elle pour la dissimuler. Elle la passa à Elia, qui la posa sur ses genoux et la protégea de sa veste. Surveillez, murmura-t-il en ouvrant la fermeture éclair juste assez pour apercevoir l'ordinateur portable. L'appareil ressemblait à n'importe quel modèle professionnel, mais fixé sur le côté se trouvait un disque dur externe de qualité militaire, du type utilisé pour le transport sécurisé de données et les opérations classifiées. J'ai besoin de quelques minutes pour ça, dit Elia, les yeux rivés sur les marqueurs de chiffrement. Peux-tu faire diversion si elle revient? C'est déjà prévu, répondit Harper avec un sourire malicieux en brandissant sa bouteille d'eau. Un accident, ça arrive tout de suite. Pendant ce temps, dans la soute, Thompson s'était faufilé par une trappe de maintenance. Le faisceau lumineux de son téléphone traversait l'ombre tandis qu'il scrutait les bagages empilés. Une application d'imagerie thermique le guidait vers une caisse métallique quelconque, boulonnée à la cloison. Des étiquettes d'avertissement en plusieurs langues recouvraient sa surface, et un cadenas numérique brillait d'une lueur inquiétante. Il photographia les numéros de série et les marquages, puis s'approcha. Un détecteur de mouvement cliqua doucement et une minuscule valve siffla. Thompson comprit aussitôt le danger, mais le gaz inodore et incolore envahissait déjà le compartiment. Il tituba, luttant contre l'effet du sédatif, mais quelques secondes plus tard, il s'effondra au sol. En première classe, le téléphone de Braxley vibra. La notification indiquait « Intrus neutralisé. Cargaison sécurisée ». Il sourit, tapa une réponse, procédé à l'extraction. Enregistrez-le, dégazez si nécessaire. Puis il redressa sa combinaison et se dirigea vers le cockpit. De retour en autocar, Elia alluma l'ordinateur portable. Fidèle à ses craintes, il était lourdement crypté, mais les doigts d'Harper survolèrent le clavier. « Mon père m'a appris quelques trucs », murmura-t-elle.
Après quelques minutes tendues, le disque dur se déverrouilla. Le sang d'Elia se glaça tandis que les fichiers envahissaient l'écran. Ce sont des positions de troupes, murmura-t-il en désignant une carte montrant les forces américaines près de la frontière russe. Mais elles sont erronées. Pourquoi falsifier les déploiements? Pour mettre en scène une opération sous fausse bannière, dit lentement Harper. Elia fit défiler le texte. Ils veulent faire croire qu'on se prépare à une agression, alors que ce n'est pas le cas. Et ce n'est qu'une partie du plan de Braxley. Soudain, Anders apparut à côté d'eux, pâle. Thompson a disparu. Il est allé vérifier la soute il y a 20 minutes, aucun contact depuis. La mâchoire d'Elia se serra. Braxley était déjà en mouvement. Avant qu'il puisse réagir, l'avion s'inclina brusquement. On a dévié de sa trajectoire, confirma Anders à voix basse. Quelques instants plus tard, des masques à oxygène tombèrent du plafond avec un bruit sourd. Paniqués, les passagers les attrapèrent, mais Elia aperçut une fine brume s'échapper par les bouches d'aération. Il se leva, sa veste sur la bouche, et cria « Ne respirez pas, c'est un piège ». Le chaos s'installa. Certains retirèrent leurs masques comme on le leur demandait, d'autres s'affaissèrent, inconscients. Harper pressa son pull contre son visage. Que se passe-t-il? Un gaz assommant, grogna Elia. Non mortel, mais il peut terrasser tout le monde s'il est inhalé. Tandis que les cils d'Anders aidaient les passagers à proximité, Elia se précipita vers le panneau supérieur. Ignorant les protestations affolées d'une hôtesse de l'air, il l'ouvrit, révélant un labyrinthe de fils et de tuyaux. Guidé par des années d'entraînement au sabotage, il remonta le circuit d'air secondaire et arracha le point de jonction, coupant ainsi l'alimentation en gaz. Le flux auxiliaire siffla tandis que la brume s'éclaircissait visiblement, le flux interrompu, mais les dégâts étaient déjà faits. Au moins un tiers des passagers gisaient inconscients, d'autres traînaient les pieds, hébétés, le regard vitreux, désorienté et somnolent. Le commandant Anders se fraya un chemin jusqu'à Elia, chaque pas ralenti par les effets persistants du gaz. Il peinait à garder l'équilibre tandis qu'il parlait, d'une voix pâteuse, « Je m'en prends à Thompson. Il y a quelque chose dans cette soute. Emmène Harper avec toi, ordonna Elia en désignant d'un signe de tête la jeune femme qui aidait une passagère âgée à retirer son masque. Garde-la en sécurité. Anders hocha la tête d'un air sombre. Et toi? Je m'en prends à Claire, répondit Elia. Elle sait ce que Braxley prépare. Ils se séparèrent, chacun assigné une mission. L'avion déviait de sa trajectoire autorisée, et l'équipage, désormais en état d'urgence, était trop débordé par les soins aux passagers concernés pour intervenir. Anders rassembla Harper et le dernier membre de l'équipe conscient et se dirigea vers l'arrière, où l'attendaient les soutes. Elia avança à travers le chaos, suivant Claire à ses murmures frénétiques. Il la trouva dans la cuisine avant, le téléphone collé à l'oreille, le dos tourné. C'est hors de contrôle, trembla-t-elle. Les gens font des crises. Ça ne faisait pas partie du. Elia lui arracha le téléphone des mains et raccrocha. Claire se retourna, les yeux écarquillés de terreur. Qu'est-ce que Braxley t'a dit qu'il allait se passer aujourd'hui, demanda-t-il en s'avançant pour lui barrer la seule issue. Je ne sais pas de quoi vous parlez, balbutia-t-elle en endossant son masque professionnel. Monsieur, vous devez retourner à votre place où nous vivons. Arrête de faire semblant, rétorqua Elia. Je sais que tu travailles avec Braxley. Je suis au courant pour le gaz. Je sais que ce vol ne va pas où il est censé aller. Sa façade s'est fissurée. Ils ont dit que tu étais un terroriste, que tu avais déjà détourné des avions et tu l'as cru. J'ai vérifié ton casier judiciaire, a-t-elle sangloté. Renvoi déshonorant, lien présumé avec des groupes extrémistes, tout cela est inventé, rétorqua Elia avec constance. Ils ont dit que personne ne serait blessé, murmura Claire, les larmes coulant sur ses joues. Juste qu'on te prendrait sur le fait. Ce n'est pas un exercice, dit Elia d'un ton sombre. C'est une exécution. Pendant ce temps, à l'arrière, Anders, Harper et Davis atteignirent la soute. Thompson gisait inconscient à côté d'un grand conteneur métallique, sa respiration étant superficielle mais régulière. Qu'est-ce que c'est que ce truc, demanda Harper en pointant du doigt. Anders se pencha et examina les marquages militaires de la valise. Une unité de confinement biologique. Haute sécurité, tout ce qu'il y a à l'intérieur est classifié et dangereux. Le regard d'Harper oscilla entre Thompson et le récipient. Tu crois que c'est lié au gaz de la cabine? Anders désigna d'un signe de tête une petite valve sur le côté du récipient.
C'est conçu pour une exposition directe, pas pour une diffusion aérienne, mais oui, ils sont liés. Davis a vérifié les constantes de Thomson. Son état est stable, mais nous devons le déplacer. Alors qu'il s'apprêtait à le récupérer, Harper remarqua une tablette fixée sur le flanc de l'unité. « Attendez » lança-t-elle en arrêtant Anders. « Il y a des informations ici. » Grâce aux compétences acquises lors de son stage en cybersécurité, elle détacha et alluma la tablette. Elle se déverrouilla à l'approche d'Anders. Une voix automatique grésilla, commandant Anders détecté. Autorisation accordée. Bienvenue. Ils échangèrent des regards surpris. L'écran affichait des fichiers, celui du haut indiquait protocole d'activation de l'opération CleanSlat. Oh mon Dieu, souffla Harper en scrutant la chronologie détaillée des événements. Le gaz, le changement de cap, tout était planifié. Elle leva les yeux vers Anders, l'horreur dans les yeux. Une fois arrivé au site Delta, le vrai plan commencera. De retour en cabine principale, Elia avait obtenu ce qu'il pouvait de clair encore loin d'être suffisant. Il se dirigea vers la première classe, déterminé à affronter Braxley directement. Soudain, un adolescent vlogueur l'intercepta. « Mec, j'ai tout filmé », lança le garçon, les yeux brillants d'une excitation juvénile. « Je suis en streaming en direct, déjà en ligne. » Ellie marqua une pause. « Diffusion en direct ?»« Ouais », dit l'adolescent en brandissant son téléphone. « Ma chaîne a 20 000 abonnés. 15 000 personnes la regardent en ce moment. » Sur l'écran, le fil de discussion défilait comme une traînée de poudre. Témoins publics. Preuves irréfutables. Elia sentit une lueur d'espoir. « Continue de filmer », dit-il à l'adolescent. « Documente tout, mais reste en sécurité. » Dans le cockpit, le masque de Braxley vacilla lorsqu'une voix murmura dans son oreillette « Monsieur, c'est diffusé en direct. » C'est tendance. 15 000 téléspectateurs, et le nombre grimpe. Des comptes importants le partagent, d'anciens membres de l'unité reconnaissent Walker. Braxley siffla dans sa barbe. « Procédez comme prévu », ordonna-t-il. « On est trop près pour abandonner. » Sur le terrain, les agents accéléraient déjà le calendrier. De retour avec Elia, Anders, Harper et Davis se regroupèrent près du centre de la cabane. Harper tendit la tablette à Elia. « C'est pire que prévu », prévint-elle. « Le plan de Braxley ne te concerne pas seulement. » La mâchoire d'Elia se crispa tandis qu'il parcourait les dossiers. « Une opération sous fausse bannière », murmura-t-il, les yeux assombris par la détermination. « Il a confirmé qu'une fois que le gaz aura tué quelques passagers, je serai tenu responsable. L'entreprise de sécurité privée de Braxley interviendra pour sauver les otages restants, sa société aura tout le mérite d'avoir arrêté un terroriste, et le Pentagone leur remettra le contrat de défense de 100 milliards de dollars pour lequel ils ont tant milité. » Mais ce n'est pas tout, murmura Harper, la voix tremblante. D'après ces documents, ils comptent utiliser cet incident pour justifier un nouveau programme de défense contre les armes biologiques. Le conteneur en bas contient un agent biologique certes mortel, mais suffisamment dangereux pour semer la panique. Et je suis le bouc émissaire idéal, dit Elia d'un ton sombre, le vétéran déshonoré nourrissant une profonde rancune contre l'establishment militaire. Davis échangea un regard tendu. Nous devons reprendre le contrôle de cet avion avant d'atteindre le site Delta. Elia hocha la tête. D'accord, mais nous devons être plus malins que Braxley. Il aura des plans d'urgence. Harper a regardé le livestream de la jeune vlogueuse sur son téléphone, 40 000 spectateurs, et le nombre grimpe. Les gens exigent des réponses. Ton nom est tendance, Elia. On peut l'utiliser, a-t-il demandé. Ses yeux se sont illuminés. Mieux que ça. Elle a ouvert une application de messagerie sécurisée. J'ai des contacts de mon stage, des serveurs de lanceurs d'alerte indétectables. Alors qu'elle commençait à télécharger les journaux de vol et les preuves qu'ils avaient recueillies, Elia et Anders ont recruté plusieurs passagers issus de l'armée ou des forces de l'ordre, formant ainsi une équipe restreinte mais déterminée. Il nous reste 8 minutes avant d'atteindre le site Delta, leur annonça Anders en consultant les données de navigation sur la tablette. Une fois arrivés, nous serons en plein territoire de Braxley, pas de médias, pas de témoins, sauf ceux qu'ils contrôlent. Elia serra les dents. Alors, on y va. À cet instant, le capitaine Reynolds, le pilote initial, s'approcha, calme malgré tout. Enfermé hors de son propre cockpit, il surveillait leur progression depuis la cabine. « Je pourrais peut-être vous aider »,
proposa-t-il en tendant à Elia une serviette en papier sur laquelle était inscrit à la hâte un code biométrique. Il existe un protocole d'urgence par porte dérobée qui ne figure pas dans le manuel standard. Votre empreinte palmaire a été préenregistrée avant le décollage. Elle est conçue pour vous reconnaître, pour vous piéger. Le cœur d'Elia battait la chamade. Ils ont tendu un piège. Les yeux d'Anders se plissèrent. Si vous activez cette commande, vous complétez leur récit. Elia étudia le code, une idée dangereuse prenant forme. Je vais y accéder, mais nous allons réécrire le scénario. Avec une détermination sereine, fruit de mission impossible, il s'approcha de la porte du cockpit. Il posa la main sur le scanner biométrique et sentit sa légère vibration. Un léger bip confirma sa théorie, le système avait été conçu spécialement pour le piéger. Puis le voyant vert clignota 3 fois et resta fixe. Un clic mécanique signala que le dispositif d'urgence était activé. « Je suis partant », murmura Elia, la voix ferme malgré la tension. Anders se tenait près de la porte. Le clavier alphanumérique sous le scanner s'illumina. « Et ensuite ?» demanda Elia. Reynolds saisit le code. Au début, rien ne se passa, puis l'écran de navigation vacilla, redressant leur route forcée vers le site Delta. « Ça a marché », confirma Harper depuis sa tablette. Dans le cockpit, Braxley perdit son sang-froid en voyant la notification de neutralisation. « Impossible », murmura-t-il, les doigts survolant les commandes. Ne parvenant pas à retrouver l'itinéraire programmé, il se précipita vers son téléphone sécurisé. Des rôdeurs ont accédé à la neutralisation, aboya-t-il. Accélérez le planning. Je veux un corps avant l'atterrissage. Dans la cabine principale, un homme ordinaire, assis au milieu, reçut un SMS, le lut, le supprima, puis se leva et se dirigea vers les toilettes arrière. Davis le remarqua en premier, son instinct de scie lui avait révélé un professionnel en attente. 3 heures, on se dirige vers vous, l'avertit doucement Davis. Elia déplaça son poids sans regarder, se préparant à l'inévitable. Harper, derrière Anders. L'assassin passa à l'action, la lame étincelant de sa veste un couteau tactique indétectable de 15 cm en fibre de carbone. Les réflexes d'Elia se réveillèrent, il attrapa le poignet de l'homme en pleine attaque et le projeta en arrière dans l'étroite cuisine. L'assassin riposta d'un violent coup de genou, mais Elia absorba le coup et pivota pour en réduire la force. Un combat acharné et rapproché s'engagea, tasses et serviettes volèrent en s'écrasant sur le chariot de service. La lame de l'assassin lança une légère entaille le long de l'avant-bras d'Elia, le sang jaillissant, mais la douleur était lointaine. Il riposta d'un coup précis à la gorge de l'homme. À peine parvenu à retrouver son équilibre, l'assassin saisit une arme secondaire. Anders et Davis fendirent les passagers dispersés et le plaquèrent contre le mur. « Qui t'envoie » demanda Elia d'une voix basse et menaçante. Le regard de l'assassin vacilla, d'abord avec défi, puis avec résignation. Avant qu'il ne puisse l'arrêter, il mordit dans une capsule de cyanure cachée. Il eut une convulsion, puis s'affaissa. Formation aux opérations secrètes, observa Anders d'un air sombre tandis qu'Elia reprenait son souffle. Ils retournèrent à la cabine et trouvèrent d'autres passagers se ralliant à eux, sentant que l'équipe d'Elia était leur meilleur espoir. Un homme d'affaires d'âge moyen s'avança. « J'étais rangé, monsieur, 20 ans. Tout ce dont vous avez besoin. » À côté de lui se tenait une jeune femme, prête à prodiguer les premiers soins. Le compte à rebours avait commencé. « Je peux aider les blessés. » D'autres se sont joints à nous, un policier à la retraite, un pompier en congé, une infirmière, des gens ordinaires soudainement confrontés à un défi extraordinaire. Harper a pris les choses en main presque instinctivement, son leadership naturel transparaissant dans le chaos. J'ai affecté des équipes aux soins des passagers affectés par le gaz, a-t-elle dit à Elia, et nous avons distribué les bouteilles d'oxygène des kits d'urgence pour protéger ceux qui ont été exposés. Elia ressentit une vague d'admiration pour sa résilience. Bon travail, dit-il. À cet instant, Claire apparut à l'écart du groupe, le bras enveloppé d'un bandage ensanglanté, les yeux baignés de larmes mais figés dans une détermination sans faille. Je veux aider, dit-elle d'une voix hésitante mais ferme. J'ai accès aux journaux de communication du cockpit, il y a des preuves, des enregistrements des appels de Braxley. Elia l'observa, partagé entre le souvenir de sa trahison et l'urgence de la situation. Pourquoi ce changement d'avis, demanda-t-il doucement. Claire perdit son sang-froid. Il m'avait dit que personne ne serait blessé, qu'il s'agissait simplement d'attraper un homme dangereux. Elle jeta un coup d'œil aux passagers inconscients.
Je n'ai jamais signé pour ça. Après un instant d'hésitation, Elia hocha la tête. Prends ces journaux, mais Davis t'accompagne. Alors que Claire et Davis avançaient, Anders prit Elia à part. On a un autre problème, dit-il en désignant les tablettes affichant une liaison satellite sécurisée depuis le cockpit. Braxley passe des appels. Harper consulta les journaux sur son téléphone. Il appelle le Pentagone, confirma TL, le visage blême. Il leur dit que vous avez détourné l'avion et que vous retenez 200 civils en otage. C'est son objectif, créer une situation si grave qu'une intervention militaire est autorisée, puis je serai considéré comme la terroriste et il en ressortira comme le héros. La mâchoire d'Elia se crispa. Il faut qu'on fasse connaître notre version des faits. Anders sortit un appareil de communication spécialisé. Je peux exploiter la bande passante d'urgence des SEAL pour contacter des commandants de confiance ou des gens qui connaissent votre dossier, des hommes et des femmes qui ne croiront jamais la version officielle sur le Soudan. Elia acquiesça. Envoyez-leur tout ce qu'on a, la diffusion en direct, les preuves de la soute, tout. Tandis qu'Anders s'efforçait d'établir ce lien, Elia vérifia la commande du cockpit. Ils étaient à moins de 15 minutes de l'espace aérien contrôlé de Denver. Une fois à portée, ils devraient s'expliquer avant que Braxley ne puisse distiller ses mensonges. Claire revint, essoufflée, un petit enregistreur numérique à la main. J'ai compris, dit-elle. Toute la conversation, Braxley ordonnant le largage des gaz et vous piégeant. L'espoir brilla dans la poitrine d'Elia. Avant qu'ils puissent parler, une soudaine agitation attira leur attention. Le jeune vlogueur courut vers eux, le visage rouge d'excitation. « Mec, ce sont des chasseurs qui décollent », s'exclama-t-il en montrant son téléphone à Elia. 2 F-22 viennent de décoller de la base spatiale Peterson pour intercepter un avion civil incontrôlable. Elia échangea un regard sombre avec Anders. Des avions de chasse signifiaient qu'ils allaient abattre l'avion s'ils ne parvenaient pas à prouver leur innocence à temps. 10 minutes, peut-être moins, il fallait agir vite. Harper, inhabituellement silencieuse, fixait l'ordinateur portable qu'ils avaient récupéré. « Elia, dit-elle d'une voix étranglée par l'urgence, j'ai trouvé quelque chose. » Elle tourna l'écran vers lui, un fichier crypté intitulé Opération Réclamation. « Il ne s'agit pas seulement de notre fuite, murmura-t-elle. » Le visage d'Elia s'assombrit tandis qu'il assimilait les implications du document, menaces biologiques mises en scène, cibles civiles, financement militaire massif canalisé vers des sociétés de sécurité privée, la société de Braxley étant au cœur de tout. Il nous utilise comme un cas type, murmura Elia. Anders, lisant par-dessus son épaule, sentit son sang-froid s'effondrer pour la première fois. Si ça marche, ils vont reproduire la même chose, cibles multiples, boucs émissaires multiples. Nous devons les arrêter. Elia hocha la tête. Pas seulement l'armée, mais aussi le FBI, la sécurité intérieure, quiconque peut mettre fin à cette affaire. À cet instant, la voix du capitaine grésilla dans l'interphone. Ici le capitaine Reynolds. Notre avion a été désigné comme hostile par le contrôle aérien. Nous avons reçu l'ordre de maintenir notre cap actuel et de nous préparer à une interception militaire. Veuillez rester calme et suivre les instructions de l'équipage. Une nouvelle vague de panique envahit la cabine, les parents serraient leurs enfants dans leurs bras, les couples se tenaient la main, certains priaient. Elia se tourna vers Anders. On n'a plus de temps. Il faut reprendre le contrôle de cet avion, tout de suite. Quelle est la pièce ? Demanda Anders. Je vais parler aux passagers, puis nous irons dans le cockpit, dit Elia. Il se dirigea vers l'allée centrale et demanda le combiné de l'interphone. Une hôtesse hésita, puis le lui tendit. Ici le sergent-chef Elia Walker, commença-t-il d'une voix basse et autoritaire. Certains d'entre vous ont peut-être entendu des rumeurs sur ce qui se passe à bord de ce vol. Je veux vous dire la vérité. Il exposa le complot de Braxley, le faux récit terroriste et les preuves découvertes. Il n'enjoignit pas le danger, il n'avait que 7 minutes avant l'arrivée des avions de chasse, mais il offrit quelque chose de plus précieux qu'une fausse assurance, un plan. J'ai besoin de votre aide pour reprendre le contrôle de cet avion et informer les autorités de notre situation, a-t-il conclu. Il ne s'agit pas seulement de sauver notre peau, mais de mettre fin à une conspiration qui menace d'innombrables vies innocentes. La peur a cédé la place à la détermination. Les passagers, paralysés par la terreur, ont retrouvé la force de l'action, prêts à se battre aux côtés d'Eli pour la vérité. Ils s'organisèrent sous la direction de Harper, certains soignant les blessés, d'autres se préparant à soutenir la brèche dans le cockpit par les hublots.
Les premiers rayons de soleil sur le métal annoncèrent l'arrivée des avions de chasse, désormais visibles au loin. Il est temps d'agir, a dit Elia à son équipe. Anders, Davis, vous êtes avec moi. Harper, continuez à coordonner les opérations et à télécharger les preuves. Alors qu'il s'apprêtait à se diriger vers le cockpit, le système de sonorisation de l'avion crépita. Cette fois, c'était la voix de Braxley qui emplissait la cabine. Ici le directeur du Federal Air Marshal, James Turner, annonça-t-il sous son identité d'emprunt. L'homme se faisant appeler Elia Walker est un terroriste notoire aux liens extrémistes. Il a placé une arme biologique dans la soute. Ne lui portez pas assistance, restez assis et attendez les secours militaires. Loin de semer la panique, sa déclaration n'a suscité que des murmures sceptiques. Les passagers en avaient trop vu, trop entendu pour accepter ces mensonges. Elia saisit à nouveau l'interphone. Cet homme est le général William Braxley. Il a posé l'arme biologique. Les preuves sont déjà entre les mains des autorités fédérales et font le buzz sur les réseaux sociaux, vous pouvez consulter vos téléphones. La vérité est là. Un concert d'affirmations s'est élevé parmi ceux qui suivaient l'histoire devenue virale. Le récit de Braxley s'effondrait en temps réel. Finissons-en, dit Elia à Anders et Davis. Les trois hommes se dirigèrent vers le cockpit. Alors qu'ils approchaient de la cabine avant, la porte s'ouvrit brusquement et Braxley en sortit, ne se cachant plus derrière la couverture de Turner. Son visage exprimait une fureur froide, une arme de poing militaire plaquée contre la tempe du capitaine Reynolds. Ça suffit, Walker, ordonna Braxley, sa voix imprégnée de l'autorité incontestée d'un homme habitué à l'obéissance. Le silence retomba dans la cabine, le sérieux mortel de la confrontation figeant tout le monde sur place. Elia s'avança, les mains levées. C'est fini, Braxley. Tes plans sont dévoilés, et les preuves sont publiques. Rien n'est fini tant que je ne le dis pas, gronda Braxley. Je contrôle toujours cet avion et j'ai une ligne directe avec le Pentagone. Un mot de moi, et CF-22 là-bas nous illumine comme le 4 juillet. Un pas prudent plus près, la voix d'Elie retentit, c'est ça que tu veux? Mourir ici? Parce que c'est là que tout s'arrêtera si tu ne te retires pas. Toujours un héros, ricana Braxley. C'était aussi ton problème au Soudan, tu ne pouvais pas suivre les ordres, tu devais sauver tout le monde. Je t'ai sauvé, lui rappela Elia, la voix durcie. Quand les rebelles ont attaqué ta position, je t'ai sorti de ce bâtiment en flammes. Et tu m'as remercié en détruisant ma carrière, ma réputation au tout. Pendant un bref instant, l'incertitude traversa le visage de Braxley, mais elle disparut aussi vite qu'elle était apparue, remplacée par un calcul froid. Ces chasseurs seront là dans 5 minutes, dit-il. J'emmène cet avion sur le site Delta, quiconque interfère meurt en premier. Il recula vers le cockpit, entraînant le commandant de bord avec lui. Avant qu'il n'atteigne la porte, la voix d'Harper retentit depuis la cabine principale. Nous avons décrypté l'opération réclamation, lança-t-elle, attirant l'attention de Braxley. Elle décrit l'intégralité de votre plan de menace biologique mise en scène pour obtenir des financements militaires. Les dossiers sont en cours d'envoi à tous les principaux médias. Braxley perdit son sang-froid l'espace d'une seconde. À cet instant, le capitaine Reynolds lui enfonça son coude dans le plexus solaire. Le général grogna tandis que sa prise se relâchait juste assez pour que Reynolds puisse se libérer. Elia se déplaçait à une vitesse explosive, réduisant la distance avant que Braxley ne puisse se ressaisir. Les deux hommes se percutèrent violemment, leur corps s'écrasant contre la cloison avec une force fulgurante. Bien qu'il ne fût pas général de bureau, Braxley était entraîné au combat et d'une force redoutable. Il combattait avec le désespoir d'un homme dont l'avenir dépendait de chaque seconde. Soudain, le coup de feu retentit, un craquement assourdissant résonna dans la cabine. Les passagers hurlèrent et se baissèrent tandis que des fragments de plastique pleuvaient du plafond. Anders et Davis se joignirent à la mêlée, aidant Elia à maîtriser Braxley. Ils sécurisèrent son arme et le maintinrent avec des colliers de serrage du kit d'urgence. Ramenez le commandant de bord aux commandes, ordonna Elia, le souffle court. Nous devons rétablir immédiatement la communication avec le contrôle aérien. Reynolds se releva en titubant, secoué mais résolu. Je peux le faire, dit-il. Mais Anders, les systèmes de secours sont désactivés. Nous avons contourné les protocoles de Braxley, lui assura Anders en brandissant une tablette. L'avion est à nouveau à vous. Sur ce, Reynolds et son copilote s'empressèrent de reprendre le contrôle. Harper se précipita, tablette à la main.
Les chasseurs se rapprochent dans 2 minutes maximum. Pouvons-nous les contacter directement? Elia secoua la tête. Passant les canaux militaires. Mais le contrôle aérien peut relayer notre situation si nous les convainquons que nous ne sommes plus hostiles. Pendant les 2 minutes qui suivirent, la tension était palpable. Le capitaine Reynolds prit contact avec le contrôle aérien de Denver, expliquant calmement le détournement et la reprise du contrôle. Il transmit des codes d'authentification d'urgence pour vérifier son identité. Par les hublots de la cabine, des avions de chasse ont pris position pour escorter le vol 303, à la fois rassurant et terrifiant. Le contrôle aérien a demandé une confirmation visuelle de la sécurité du cockpit. Reynolds a activé la caméra du cockpit, et les contrôleurs l'ont vu, lui et son copilote, aux commandes, libres de toute contrainte. Vol 303, nous sommes en contact avec la base spatiale Peterson, a répondu le contrôleur. L'escorte reste en position. Vous êtes autorisé à atterrir en priorité à l'aéroport international de Denver, piste 26R. Des acclamations ont éclaté. Les passagers se sont serrés dans les bras et ont pleuré de soulagement, la menace immédiate d'être abattu était passée, mais Elia a averti, nous ne sommes pas encore tirés d'affaire. Braxley a encore des alliés au sol, et ce conteneur dans la soute reste une menace. Anders et Davis, poursuivit Elia, sécurisez la zone de chargement jusqu'à l'atterrissage. Assurez-vous que rien n'arrive à cette arme biologique. Alors qu'il se dirigeait vers l'arrière de l'avion, Harper s'approcha, l'air troublé. La FAA nous a signalé comme un navire rebelle, rapporta TL en lui montrant son téléphone. Ils nous disent de maintenir le cap et d'attendre le contact militaire au sol. Elia hocha la tête. Ça fait partie du plan de secours de Braxley, mais on a quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Il fit un geste vers la jeune vlogueuse qui filmait encore. Combien de téléspectateurs maintenant, a-t-il demandé. Plus de 3 millions, répondit fièrement l'adolescent. Les grandes chaînes d'information interrompent leurs programmes habituels pour couvrir l'événement. Elia s'autorisa un sourire sombre. Avec des millions de téléspectateurs en direct, une dissimulation serait quasiment impossible. L'exposition publique était leur plus grand atout, la preuve que parfois, la vérité et l'unité peuvent surpasser les mensonges les plus calculés. Braxley était tenu fermement, le général était assis rigidement dans un siège de première classe, les poignets liés devant lui et son visage était un masque de haine froide. Tu as perdu, Braxley, dit doucement Elia en s'asseyant en face de lui. La vérité sur le Soudan, sur cette opération, sur tout le reste, tout va éclater. Braxley fronça les lèvres avec dédain. Vous pensez que c'est fini pour moi? La réhabilitation a des partisans au plus haut niveau, des gens qui comprennent ce qui est nécessaire à la sécurité nationale. Terroriser ses propres citoyens n'est pas une question de sécurité nationale. Elie soutint son regard avec assurance. C'est une trahison. Une lueur dangereuse traversa le regard de Braxley. Tu as toujours été myope, Walker, siffla-t-il. Trop concentré sur les vies individuelles pour avoir une vision d'ensemble. Elie se pencha en avant, la voix ferme. Le tableau d'ensemble est fait de vies individuelles, quelque chose que tu n'as jamais compris. Braxley baissa la voix pour murmurer une menace. Tu meurs, je meurs, mais tu es un terroriste. La menace silencieuse fit froid dans le dos d'Elia. Tu croyais que l'arme biologique était la seule assurance? Le sourire de Braxley était glacial. Il y a un dispositif de secours dans la soute, activé à distance. Une simple pression sur un bouton et cet avion se transforme en cratère. Elia se leva aussitôt et se dirigea vers l'interphone. Anders, il y a peut-être un engin explosif dans la soute, annonça-t-il. Braxley prétend pouvoir le déclencher à distance. La réponse d'Anders fut immédiate. On y va. Il faudra accéder au pont inférieur pendant la descente. C'est impossible, intervint Harper. La différence de pression rendrait l'ouverture de l'accès à la cargaison dangereuse. Nous n'avons pas le choix, répondit Anders. Si cet appareil est réel, nous devons le désactiver avant que Braxley puisse l'activer. Le commandant Reynolds, à l'écoute via l'interphone du cockpit, proposa une solution. Je peux dépressuriser progressivement la soute pendant l'approche. Ce sera difficile, mais cela devrait permettre un accès sûr sans risque de décompression catastrophique. Elie hocha la tête. Fais-le. Ce qui suivit fut l'une des opérations aériennes les plus audacieuses jamais tentées sur un avion commercial. Alors que le vol 303 entamait sa descente vers Denver,
le commandant Reynolds gérait la pression de la cabine avec précision tandis qu'Anders et Davis se préparaient à accéder à la soute. La manœuvre exigeait un timing précis et des nerfs d'acier. Lorsque la pression fut suffisamment équilibrée pour permettre un accès en toute sécurité, Anders et son équipe se laissèrent glisser par la trappe de maintenance dans la soute faiblement éclairée. Dans la cabine principale, tension et maîtrise coexistaient. Harper organisa les passagers, sécurisant chacun pour ce qui s'avérerait un atterrissage brutal. Les blessés furent soignés par des médecins qualifiés, tandis que d'autres surveillaient Braxley d'un œil vigilant pour éviter tout mouvement brusque. Une femme âgée assise près d'Elia lui toucha doucement le bras. « Je vous reconnais », dit-elle d'une voix tremblante. « Mon fils était dans l'unité que vous avez sauvée en 2008, à Kandahar. Il m'a parlé de vous. Il a dit que vous étiez retourné chercher des hommes que d'autres avaient abandonnés. » Des larmes lui montèrent aux yeux. « Je n'ai jamais oublié ton nom. Toutes ces années, j'ai prié pour toi. » Sa reconnaissance simple et sincère toucha profondément Elia. Après des années passées sous l'ombre des mensonges de Braxley, voici quelqu'un qui connaissait la vérité et qui l'avait fidèlement porté tout ce temps. « Merci, madame », répondit-il doucement, les mots étant insuffisants pour exprimer son émotion. Pendant ce temps, dans la soute, Anders et Davis s'efforçaient de localiser et de désarmer le dispositif de secours. Ils scrutèrent des rangées de caisses d'expédition jusqu'à ce qu'une lecture anormale les conduise à un conteneur quelconque. « Je l'ai », a rapporté Davis, ouvrant soigneusement la caisse pour révéler un engin explosif sophistiqué avec un déclencheur à distance réglée pour recevoir un signal d'activation crypté. « Pouvez-vous le désarmer » demanda Anders, un œil sur sa montre. Ils étaient à moins de 5 minutes de l'atterrissage. La formation spécialisée de Davis fit son effet. « Oui, mais je vais devoir d'abord débrancher le récepteur, puis le détonateur. » Un faux mouvement. Il n'eut pas besoin de terminer, les deux hommes comprenaient l'enjeu. D'une main ferme qui trahissait les conditions d'apesanteur de la soute dépressurisée, Davis désarma méthodiquement l'appareil, composant par composant. La sueur perlait sur son front malgré l'air froid, sa concentration restant inébranlable. « Récepteur désactivé », annonça-t-il après ce qui lui sembla une éternité. Puis, passant au détonateur, il travailla avec la même précision. Ci-dessus, Elia a reçu la mise à jour par radio. Ils ont trouvé l'appareil et sont en train de le désamorcer, a-t-il informé Harper et les autres. Braxley, entendant cela, se débattit avec une fureur renouvelée. Ce n'est pas fini, Walker, gronda Teil. Mais Elia l'ignora, les yeux rivés sur la radio, attendant une confirmation définitive. Les secondes se transformèrent en minutes tandis que le sol se rapprochait. Finalement, la voix d'Anders grésilla, dispositif neutralisé. Je répète, dispositif neutralisé où nous sommes en sécurité. Un soupir de soulagement collectif parcourut ceux qui étaient conscients du danger. Ils avaient éliminé la dernière menace majeure. Il ne restait plus qu'à atterrir en toute sécurité et à faire en sorte que Braxley soit traduit en justice. Comme prévu, la voix du commandant de bord retentit dans l'interphone. « Mesdames et messieurs, nous sommes en approche finale vers l'aéroport international de Denver. Les secours sont prêts à intervenir. Veuillez rester à vos sièges, ceintures attachées, jusqu'à l'arrêt complet. » La cabine vibrait de tension et d'espoir tandis que le vol 303 s'envolait. Par les hublots, les passagers voyaient une intervention d'urgence massive, véhicules de police, ambulances, camions de pompiers et personnel militaire formant un périmètre de protection. L'atterrissage lui-même fut parfait. Le capitaine Reynolds fit preuve de l'habileté qui lui avait valu son poste, les roues touchèrent le sol en douceur et l'avion s'immobilisa, entouré de lumières clignotantes. Autorisation d'atterrissage accordée, annonça Harper depuis son téléphone. Un sénateur qui regardait la retransmission en direct a exigé que le trafic aérien nous autorise à atterrir en toute sécurité. Ils ont envoyé une escorte militaire pour te protéger, Elia. Pour la première fois depuis le début de l'épreuve, Elia se laissa aller à croire qu'ils avaient peut-être gagné. La vérité éclatait, Braxley était en détention et l'épreuve était en sécurité. Mais alors que la passerelle se connectait et que les portes s'apprêtaient à s'ouvrir, Braxley fit un dernier geste désespéré. Avec une force née du désespoir absolu et après avoir travaillé méthodiquement sur ses liens tout au long de la descente, il se libéra. Avant que quiconque puisse réagir, il sortit une petite arme de secours d'un étui de cheville dissimulé, un déringer mortel qui avait échappé à toute détection. Ses yeux se posèrent sur Harper, celui qui avait révélé l'opération réclamation. « Toi » grogna-t-il en levant son arme. Elia vit la scène se dérouler au ralenti, l'arme se leva,
Harper se figea sous le choc, les passagers commençaient à peine à percevoir la nouvelle menace. Il n'y avait pas le temps de réfléchir, seulement d'agir. Alors que les roues s'immobilisaient, Elia se précipita vers Braxley, déterminé à ce que plus aucun sang innocent ne soit versé pour les ambitions malsaines du général. L'affrontement final avait commencé. Le bruit aigu des coups de feu résonna dans la cabine, assourdissant dans l'espace confiné. Les passagers hurlèrent et se mirent à couvert lorsque le tir de Braxley manqua Harper, mais toucha le siège à côté d'elle. Claire, qui se tenait à proximité, bondit instinctivement devant Harper, recevant une balle dans l'épaule. Elle hurla de douleur et s'effondra au sol, serrant son bras blessé. Harper s'agenouilla près de l'hôtesse de l'air, pressant sa main contre la plaie saignante. « Je vais bien, haleta Claire, le visage pâle mais déterminé. Ce n'est pas profond. » Elia se lança sur Braxley, leur puissante carcasse se percutant dans l'allée. L'impact projeta le petit Deringer sur le sol, où Anders le récupéra rapidement. « C'est fini, Braxley, » grogna Elia, immobilisant le vieil homme. Mais Braxley était loin d'en avoir fini. Avec la force désespérée d'un prédateur acculé, il releva son genou, touchant Elia à l'abdomen. Le coup les sépara suffisamment pour que Braxley puisse se relever. S'ensuivit un corps à corps sauvage qui déchaîna des années de rage et de trahison refoulées. Dans l'allée exiguë, leurs membres volèrent comme l'éclair, chaque coup résonnant du poids de leur passé commun. Les souvenirs envahissaient l'esprit d'Elia à chaque coup de poing, la chaleur torride du désert soudanais, le jour où il avait tiré un Braxley blessé d'un poste de commandement en feu, le visage du lieutenant strié de sang et de poussière. Leur combat traversa le temps et l'espace, des champs de bataille ensablés aux chambres closes du Sénat. Elia vit Braxley debout en uniforme, médaille scintillante, témoignant contre lui pour « insubordination imprudente » qui aurait mis des vies en danger. Elia se souvint du moment où ses papiers de démobilisation lui furent parvenus, de l'incrédulité sur le visage de ses coéquipiers, du poids creux des rubans qu'il lui avait arrachés de la poitrine. De retour dans le présent, Braxley plaqua Elia contre une rangée de sièges tandis que les passagers s'écartaient précipitamment. « Tu aurais pu tout avoir, » siffla-t-il, du sang coulant de sa lèvre fendue. « Si tu avais simplement suivi les ordres et laissé ces civils mourir. » Elia se détourna d'un coup à la gorge et rétorqua « J'ai pris la bonne décision. » Sa voix était ferme malgré le chaos, son poing s'écrasant sur les côtes de Braxley jusqu'à ce qu'il cède. Un adolescent vlogueur, les mains tremblantes mais la caméra immobile, a capturé chaque seconde brutale au ce qui allait devenir l'une des vidéos les plus vues de l'histoire d'Internet. Autour d'eux, les passagers observaient dans un silence stupéfait. Il ne s'agissait pas d'une cascade chorégraphiée, mais d'un combat brutal et désespéré entre deux guerriers liés par une dette de sang. Braxley combattait avec une précision froide et calculée, chaque mouvement étant conçu pour neutraliser ou tuer sans effort. Elia le combattait avec la force adaptative d'un soldat aguerri, encaissant les coups quand c'était nécessaire et frappant avec détermination dès qu'une ouverture se présentait. Juste au moment où leur combat semblait équilibré, Braxley sortit de sa botte une fine lame tactique, dont le tranchant scintillait sous les lumières de la cabine. « J'ai toujours une arme de secours », grogna-t-il en attaquant Elia à la gorge. Elia recula brusquement, la lame manquant sa carotide de quelques millimètres. Il saisit le poignet de Braxley à deux mains, les muscles tendus, luttant pour reprendre le contrôle. « Tu es fini, Walker », grogna Braxley. « Même si tu gagnes ici, le système me protégera. » Elia riposta en renvoyant la lame vers Braxley. « Plus maintenant. Le monde entier nous regarde. » D'un dernier coup puissant, Elia brisa la prise de Braxley et envoya le couteau s'écraser au sol. Un passager, prompt à réagir, le repoussa d'un coup de pied. Désarmé mais pas vaincu, Braxley asséna un coup de tête à Elia, faisant jaillir du sang d'une coupure au-dessus de l'œil. Alors que le général se précipitait vers la sortie de secours, parachute à la main, Harper cria « Il fonce vers la porte !» Rassemblant toutes ses forces, Elia se précipita dans l'allée et plaqua Braxley au moment même où il tirait sur le déclencheur. Ils s'écrasèrent au sol, l'impact leur coupant le souffle. Cette fois, Elia prit l'avantage, immobilisant Braxley face contre terre dans une prise de combat écrasante. « Tu seras jugé », grommela Elia à l'oreille du général, la voix éraillée par l'épuisement. « Et cette fois, tu ne seras pas libre. » À l'extérieur, des véhicules d'urgence encerclaient l'avion. La police militaire et les agents du FBI envahissaient la cabine tandis que la passerelle sécurisait l'appareil. « Agents fédéraux », annonça l'officier responsable. Tout le monde reste assis. Le commandant Luke Anders, de la SEAL Team 6, s'avança.
Nous avons un détenu de grande valeur, dit-il en désignant Braxley d'un signe de tête sous le poids d'Elia. Le général William Braxley est recherché pour complot, tentative de meurtre et trahison. Elia lâcha lentement Braxley et leva les mains en désignant Harper, qui tenait la tablette diffusant les fichiers de l'opération réclamation à des millions de personnes. L'agent principal jeta un coup d'œil au jeune vlogueur qui diffusait toujours en direct. Sécurisez le général, ordonna-t-il, et appliquez les protocoles de sécurité les plus stricts. Alors que Braxley était menotté et emmené, il cracha sur Elia, « Ce n'est pas fini, Walker. » Ellie soutint son regard fixement. « Oui, c'est vrai. » La cabine éclata d'applaudissements. Après des heures de terreur, les passagers célébrèrent leur survie et la justice dont ils avaient été témoins. Harper, les vêtements tachés du sang de Claire, rejoignit Elia. « Tu ne nous as pas seulement sauvés, » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Tu as sauvé la vérité. » Elia esquissa un léger sourire ensanglanté. Tandis que les équipes médicales affluaient, les équipes de presse se rassemblaient à l'extérieur, capturant les conséquences de ce qui allait bientôt être connu sous le nom d'incident du vol 303. Et 6 semaines plus tard, lorsque les assignations à comparaître sont arrivées, Elia savait que la véritable bataille pour la justice ne faisait que commencer. Elia Walker gravit les larges marches de marbre du Capitole, sa veste militaire vert olive fraîchement lavée et repassée. L'écusson du drapeau américain sur sa manche brillait d'un éclat renouvelé, ses étoiles et ses rayures aussi nettes que sa détermination retrouvée. Une brise d'automne fraîche soufflait dans l'air, mais le soleil brillait chaleureusement au-dessus de sa tête, annonciateur du nouveau chapitre qui s'ouvrait dans sa vie. Dans la salle d'audience du Sénat, tous les sièges étaient occupés. Les journalistes se penchaient en avant, bloc-notes à la main, les responsables militaires se tenaient au garde à vous, les représentants du gouvernement échangeaient des remarques à voix basse, et le public était assis côte à côte. L'impatience grondait dans l'espace. Il ne s'agissait pas d'une procédure privée comme celle qui avait mis fin à la carrière d'Elia des années auparavant, cette fois, le monde entier regardait. Elia prit place à la table des témoins et scruta la foule. Au premier rang était assise Harper Bennett, l'expression ferme et encourageante. Derrière elle, le commandant Anders et son équipe en uniforme lui adressèrent de solennels hochements de tête respectueux. Même Claire apparut, le bras en écharpe, le regard clair et déterminé. Le marteau du président s'abattit avec fermeté, et un silence s'abattit sur la foule murmurante. Cette audience conjointe du Congrès sur les événements à bord du vol 303 et les révélations ultérieures concernant l'opération réclamation va maintenant commencer, a annoncé le président. Notre premier témoin est le sergent-chef Elia Walker. Alors que les caméras clignotaient et que les flux en direct diffusaient son image dans le monde entier, le président a commencé, « Sergent Walker, veuillez décrire à ce comité les événements qui ont conduit à votre présence sur le vol 303 et les actions ultérieures du général William Braxley. » Elia se pencha vers le micro, sa voix grave et ferme. Tout a commencé au Soudan, il y a 5 ans. Pendant les 3 heures qui suivirent, il parla avec clarté et conviction, la mission au Soudan, les ordres de Braxley d'abandonner les civils, les années de dissimulation et le complot élaboré pour éliminer quiconque. Eux connaissaient la vérité ou tout cela pour décrocher un contrat de défense colossal. Lorsqu'Elia eut terminé, Anders se leva pour corroborer son récit. Harper le suivit, partageant les résultats de ses recherches minutieuses. Puis Claire prit la parole, la voix tremblante tandis que des larmes dessinaient de légers sillons sur ses joues. On m'a dit que le sergent Walker représentait une menace pour la sécurité nationale, avoua-t-elle. Je croyais faire mon devoir patriotique. Je ne l'ai jamais remis en question. Je vivrai avec cette erreur jusqu'à la fin de mes jours. Les preuves présentées à la commission étaient accablantes, les documents de l'opération réclamation ont révélé une conspiration qui a atteint les plus hautes sphères des contrats militaires et du renseignement. Dans les semaines qui ont suivi, des entrepreneurs et des généraux de la défense ont été inculpés, leur carrière brisée. La société de sécurité privée de Braxley, Sentinel Global, a été démantelée et ses actifs gelés, tandis que le contrat de défense d'$1 milliard a été suspendu dans l'attente d'un contrôle parlementaire de toutes les dépenses liées à la défense en matière d'armes biologiques. 2 mois plus tard, Anders et son équipe triée sur le volet recevaient des médailles pour services exceptionnels lors d'une cérémonie discrète au Pentagone. Lorsque le secrétaire à la défense l'appela pour une allocution, le commandant surprit tout le monde. « Sauf votre respect, monsieur, dit-il, le véritable héros n'est pas sur cette scène. » Il fit un geste vers le public, où Elia était assis. Cet homme en veste nous a tous sauvés pas seulement dans cet avion, mais aussi d'une corruption qui aurait empoisonné tout ce que nous représentons.
Le rôle de Harper a également pris une nouvelle importance. Ses témoignages directs sur le vol 303 sont passés du statut d'article à celui de documentaire intitulé Vol 303. L'avion qu'ils ont tenté de faire taire. La série a été saluée par la critique et a finalement remporté un prix Pulitzer. Dans un passage poignant, des familles de travailleurs humanitaires ayant été au Soudan ont exprimé leur gratitude. Mon mari est rentré à la maison grâce au courage du sergent Walker, a témoigné une épouse en larmes. Nos enfants ont grandi avec leur père parce qu'un homme a choisi le bien plutôt que l'ordre. Le procès de Braxley est devenu l'un des plus suivis depuis des décennies. Il est resté arrogant et impénitent jusqu'au bout. Le verdict a été unanime, coupable de tous les chefs d'accusation. Vous avez déshonoré l'uniforme que vous portiez et trahi tous les principes qu'il représente, a déclaré le juge. Il ne peut y avoir de plus grand crime pour un homme chargé de la sécurité de cette nation. 6 mois après l'atterrissage de l'avion, une cérémonie solennelle rendit hommage aux quelques passagers qui avaient succombé à l'exposition avant qu'Elia ne désactive le système de distribution des agents biologiques. Dans un jardin commémoratif silencieux, les familles se rassemblèrent autour d'un simple monument en pierre portant les noms des disparus. Elia se tenait légèrement à l'écart, la tête baissée. Bien qu'il ait sauvé de nombreuses vies ce jour-là, le poids des quelques personnes qu'il n'avait pas pu sauver pesait lourdement sur sa conscience. Après la cérémonie, une femme âgée s'approcha de lui, le regard à la fois doux et scrutateur. « C'est bien lui, sergent Walker ?» demanda-t-elle. Elia hocha la tête, le cœur battant. Elle lui prit la main. « Ma fille était à bord, dit-elle d'une voix brisée. Elle m'a raconté comment vous vous êtes battu pour tous les passagers, comment vous n'avez jamais abandonné. Merci de l'avoir ramené chez moi. » À cet instant, Elia ressentit une profonde gratitude, lui rappelant que ses sacrifices avaient vraiment compté. Au fil du temps, le casier judiciaire d'Elia fut blanchi, sa démobilisation déshonorante fut remplacée par une démobilisation honorable avec rétablissement complet de son grade et de ses avantages. Pourtant, lorsqu'on lui proposa sa réintégration, il déclina. Sa voix était ailleurs. 1 an après le vol 303, il se tenait sur le porche d'un modeste centre d'entraînement niché dans les montagnes du Colorado. Le panneau au-dessus disait « Pathfinder Institute, formation au leadership, à l'éthique et à la réponse aux crises ». À l'intérieur, un groupe hétéroclite de jeunes vétérans attendait, leurs visages reflétant curiosité et respect. Elia entra dans le hall principal et sourit. « Bienvenue à Pathfinder », commença-t-il, sa voix emplie de la même autorité tranquille qui commandait autrefois les unités d'élite dans les arènes les plus dangereuses du monde. Ce que nous enseignons ici ne figure dans aucun manuel militaire. Il s'agissait de trouver la frontière entre le devoir et la conscience, et d'avoir le courage de la maintenir au moment où cela comptait le plus. Le centre était devenu l'œuvre de sa vie, un lieu où sa sagesse durement acquise pouvait contribuer à façonner une nouvelle génération de dirigeants qui comprenaient que le véritable service exigeait parfois le courage de remettre en question, de rester ferme lorsque l'éthique et les ordres entraient en conflit. Harper lui rendait souvent visite, partageant son temps entre sa carrière de journaliste et l'élaboration du programme d'études du centre. Leurs expériences partagées avaient forgé un lien qui s'approfondissait à chaque séance. Alors qu'Ellie concluait son enseignement, son assistant apparut avec une enveloppe scellée, remise en main propre et sans adresse de retour. Curieux, Ellie se glissa dans son bureau et brisa le sceau. À l'intérieur se trouvait une seule photographie, un jeune homme en blouse blanche se tenant devant une clinique dans ce qui semblait être le Soudan. Au dos, d'une main prudente, on pouvait lire « Vous m'avez sauvé la vie en 2020. Maintenant, j'en sauve d'autres. Merci. » C'était le garçon qu'Elia avait sorti d'un immeuble en feu pendant la mission au Soudan. Aujourd'hui adulte, le sens de sa vie façonné par la seconde chance que son courage lui avait offerte. Elia déposa soigneusement la photo sur son bureau, un profond sentiment de paix l'envahissant. Après des années passées sous l'ombre du mensonge et de la trahison, la vérité avait enfin prévalu, non seulement pour lui, mais pour tous ceux dont la vie avait croisé la sienne lors de ces moments cruciaux. Plus tard dans l'après-midi, Elia sortit du centre et leva les yeux vers le ciel clair du Colorado. Un jeune garçon de la ville voisine, qui regardait souvent les vétérans s'entraîner, salua solennellement Elia à son passage. Sans hésiter, Elia lui rendit son salut avec le même sérieux. Et puis, peut-être pour la première fois depuis des années, Elia Walker sourit non pas le demi-sourire discret d'un homme habitué à dissimuler ses émotions, mais l'expression sincère de quelqu'un qui avait enfin retrouvé ses esprits. La justice était enfin rendue, même à 10 000 mètres d'altitude à la hauteur du prix payé par ces innocents passagers. Si cette histoire de courage contre la corruption vous a ému,
Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires de héros ordinaires confrontés à des difficultés extraordinaires.